Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot sur Radio J. Merci de nous rejoindre comme tous les lundis soirs. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Sans plus tarder, je vous présente notre carré magique du soir, Maître Benjamin Krief. Bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. De retour d'un voyage à l'étranger, on ne dira pas où. Avocat en droit social par ailleurs. Benjamin, le geste du week-end pour toi? Le geste du week-end, selon moi, c'est la leçon de football donnée par les Rennais aux Lyonnais. C'était magnifique. Bonsoir également Alexis Bizan. Salut bonsoir. Alexis. Salut. Ancien responsable commercial à Sport 5 et absolument surexcité par le retour de Xavi à Barcelone. Voilà, dans l'autre sens, c'est-à-dire que je trouve qu'on en fait beaucoup. Tu voulais garder Koeman? Disons que Koeman a pas plus d'expérience de terrain que Xavi, et tout le monde pense que Xavi va révolutionner le Barça, alors qu'avec les joueurs qu'ils ont, je pense qu'il faudra un peu plus de temps et que ça va pas tout changer. Et puis on a le plaisir de recevoir ce soir un ami de Classico, le journaliste qui a incarné l'arrivée de la data à la télévision sur Canal+. Bonsoir Philippe Doucet. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans Classico. Ce soir, Doudou est venu sans sa palette. Absolument. Mais avec un livre que je présente à la caméra devant nous pour ceux qui nous suivront sur YouTube, publié chez Solar Edition, La palette racontée par son inventeur, comment la vidéo a révolutionné le foot. Un mot Philippe Doucet sur l'utilisation de la VAR ce week-end à Marseille ou à Lille. Vous êtes responsable de ces échecs? Non, mais il n'y a qu'un chapitre, je précise, il n'y a qu'un seul chapitre consacré à la VAR, au VAR. Mais il y a la préface de Michel Platini. Il y a la préface de Michel Platini où il y fait allusion, effectivement, bien sûr. Mais sinon, il n'y a qu'un seul chapitre parce que c'est en fait énormément de technologies qui sont utilisées aujourd'hui dans le foot, dont le VAR, proviennent en partie, je vais pas dire que tout vient de la palette, mais c'est la continuité, la continuation, si vous voulez, de tout ce qui est l'analyse vidéo, etc., etc. Donc le VAR fait partie de ça. Après, quand le VAR est confié à des arbitres, il y a des choses assez surprenantes, parce que la lecture de l'image n'est pas forcément la même chose que d'arbitrer un match en direct, où là, les arbitres sont infiniment supérieurs à moi. Par contre, quand il s'agit de lire une image, par moment, j'ai l'impression que je vois mieux les images que... Donc il faudrait confier cette tâche à un journaliste, à un réalisateur? Non, je vais pas jusque-là, mais je pense par contre le VAR aurait dû être conçu par des acteurs du foot et par des techniciens dans mon genre, enfin des gens qui savent lire des images et qui auraient donné quelques idées des pièges dans lesquels un arbitre peut tomber. Aujourd'hui, quand je vois qu'ils font sans arrêt du VAR sur des micro-ralentis à 2 à l'heure, où on voit un contact et s'imagine donc qu'il y a faute, le pénalty de Lyon, par exemple, hier, c'est stupéfiant, quoi. Stupéfiant que le VAR ne corrige pas en disant, il y a rien, on enlève, terminé. Non, parce que l'arbitre a sifflé, alors ce serait embêtant pour sa note de l'enlever. Alors finalement, on va considérer que c'est de l'interprétation. C'était pas la peine de faire le VAR si c'était pour rester là-dedans. C'est le principe d'erreur manifeste, Philippe. C'est ça le truc, c'est normalement ils ont vocation à corriger s'il y a erreur manifeste. Ouais. Tout est dans l'interprétation de ce terme. Ça veut dire que dès qu'on est dans l'interprétation, il n'y a plus rien de manifeste. Et donc, on va pas embêter l'arbitre avec sa note. On va laisser. On peut considérer qu'il y a erreur, mais pas manifeste. En tout cas, je trouve que la VAR, au départ, l'idée pour moi majeure, et moi je suis un défenseur de la VAR, c'est qu'il n'y ait plus d'erreurs manifestes. On repense au but Angleterre-Allemagne en Coupe du Monde. Ça va plus avec la VAR. Philippe, on vous avait demandé justement un soir sur Canal+, d'essayer de trouver la preuve ultime de ce but de Hurst, si je dis pas de bêtises, lors de la finale 66 Angleterre-Allemagne. Et je raconte dans le bouquin qu'on m'avait dit, on va faire un multiplex de toutes les finales de la Coupe du Monde, donc fais-nous la palette dessus et dis-nous s'il y a but ou pas. Et je leur ai répondu, non, mais ça marche pas comme ça. Dites-moi, vous voulez qu'il y ait but ou vous voulez qu'il n'y ait pas but? Parce que je peux vous prouver exactement ce que vous voulez. Avec les images, je fais exactement ce que je veux, j'arrête l'endroit qui m'arrange, le truc, je fais en fonction, et je fais ce que je veux. Et je pense d'ailleurs, je n'exclus pas que le VAR de temps en temps, quand c'est au millimètre, et que l'arbitre se serait trompé, mais en même temps, si on cale l'image un tout petit peu avant que le premier contact avec le ballon et qu'il n'y a pas hors-jeu, finalement, donnons la décision à l'arbitre et puis arrangeons-le en arrangeant l'image. On peut le faire. Sur le franchissement de la ligne de but, il y a la goal line technologie là-dessus où il n'y a pas question, je pense, d'interprétation. Non, là, il n'y a pas d'interprétation. Est-ce que le ballon a passé entièrement la ligne, ça vibre oui ou non? Là, je pense qu'il n'y a pas de question. Non, c'est pas oui ou non. C'est pas vrai, c'est pas oui ou non. C'est comme le tennis, il y a une marge d'erreur. Mais le gros avantage de la goal line technologie, comme au tennis, c'est qu'une fois que c'est décidé, personne ne gueule. Elle est peut-être pas rentrée la balle, c'est peut-être un 3 mm faux, mais
personne ne gueule. Ça, c'est un gros avantage. Ça éteint la polémique. Et rien que pour ça, oui, la goal line technologie est utile. Oui. De toute façon, au-delà de ça, c'est le VAR, sans sujet déroulant sur le VAR, c'est vrai que c'est parfois on va dire que c'est pas fait dans l'esprit du jeu. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a un esprit du jeu quand même. Pour moi, ça a été mal conçu. Je suis pour le VAR, mais pour moi, ça a été mal conçu. C'est devenu, pour moi, c'est quoi l'esprit du jeu dans le cas de, je sais pas, d'un penalty? Non, mais on voit une action de jeu, on voit qu'il y a parfois c'est un contact, il n'y a pas vraiment faute, et ils sifflent, ils reviennent dessus, alors qu'en fait, dans l'esprit du jeu, alors une très grosse faute, évidemment, une semelle sur le tibia ou sur le genou, bon, ok, mais de manière générale, il y a des actions, effectivement, le penalty de Lyon hier, c'est pas l'esprit du jeu à ce moment-là, même s'il y a 4-0 et que c'est anecdotique, mais dans l'esprit du jeu, il n'y a pas péno. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et sur l'application Radio Player France. Pour la vidéo, rien de plus simple, rendez-vous sur la page YouTube de Radio J Classico épisode 44. C'est parti, direction la Bretagne de Charles Biétry. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. On démarre donc avec la magnifique victoire hier soir des Rennais face à Lyon, 4-1. De l'envie, du spectacle, des gestes de classe. L'équipe de Bruno Genesio a séduit face à De Palgone. Rennes est désormais 5e avec 22 points, à 2 points du dauphin Lens. Qu'est-ce qui vous a plu hier soir dans cette équipe rennaise? Tout. Ils ont été bons dans toutes les zones du terrain, ils ont été enthousiastes, c'était très bien construit en même temps autour du Croate que j'ai découvert, Magère, je connaissais pas bien, que j'ai trouvé absolument formidable dans l'orientation du jeu et dans la vitesse à laquelle la vitesse de transmission. Ils ont complètement débordé des Lyonnais, qui ont été complètement nuls, faut dire les choses, mais en même temps il y avait des raisons d'être nuls face à cette équipe rennaise qui a été remarquable. Alexis, sur Magère que tu as tenté d'acheter hier soir sur mon petit gazon. Trop tard. Il manque un petit million. Mais non, c'est vrai que Rennes a été exceptionnel hier soir. Et ce qui m'a vraiment surpris en bien, c'est l'intensité pendant toute la durée du match. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, on s'est dit avec tout ce qu'ils ont raté, avec la mi-temps qui va arriver, ils mènent 15-0 à la mi-temps, Lyon va revenir, et en fait ils sont pas revenus. Et Rennes a continué tout le match, donc ça c'était vraiment très très bon de leur part. J'étais à Lens vendredi, j'ai eu la même remarque de plaisir de la part de Franck Hez, qui d'ailleurs l'a manifesté dans l'interview, en disant qu'il y a des soirs quand même de plénitude où l'équipe continue jusqu'au bout. Elle aurait mis 8 buts aussi bien, ce qu'elle aurait pu faire d'ailleurs contre 3. Et parce qu'elle jouait, elle a continué à jouer sans arrêt jusqu'à la 90e. C'est exact. On parlait d'esprit du foot, c'est ça le foot. Alors c'était mon deuxième point et qu'on va aussi en parler. C'était aussi quelque part un peu hier un match entre les coachs français vilipendés et les coachs étrangers. Et Franck Hez, donc aussi un autre exemple de coach français qui marche bien. C'était intéressant de voir Genesio faire avec un coach français une prestation. Benjamin sur le match et après on parlera de Genesio. Ouais, mais effectivement sur le match, moi ce qui m'a impressionné c'est le pressing des Rennais tout le match, harceler les Lyonnais qui ont été incapables de ressortir le ballon proprement. Ça a été vraiment catastrophique à la relance. Rennes a fait un match extraordinaire dans l'animation offensive, dans le jeu, dans les mouvements sur les côtés. C'était vraiment magnifique. Et effectivement, Alexis est doux parce que Genesio a pris une revanche extraordinaire hier. Extraordinaire sur Lyon, sur la manière dont il a été évincé de ce club. Les supporters ont demandé sa tête parce qu'il n'était pas suffisamment bien pour eux, parce qu'il gagnait pas suffisamment de titres. Depuis, ils ont eu quoi? Ils ont eu Silvini au Garcia qui leur allait pas non plus. Ils ont toujours pas gagné de titre d'ailleurs. C'est le dernier coach à avoir qualifié Lyon pour la Ligue des Champions. Et quel parcours en Ligue des Champions. On se rappelle de soirées mémorables avec Genesio. Donc ce coach a été mis plus bactère par les supporters lyonnais. Et hier, il leur a donné une revanche qui était splendide. Donc vraiment bravo à lui. Et je te rejoins complètement parce qu'à l'inverse, si Boss fait ça hier à Genesio, on va dire mais voilà, ça c'est un vrai coach. Lui, il a une vision, il a une vista du jeu. Et hier, c'est une leçon extraordinaire de jeu. Encore une fois, on va nous dire seulement par les supporters. Il a été décrié seulement par les supporters. Mais Aulas a reconnu qu'il avait fait une erreur d'ailleurs en se séparant de Genesio. Il n'avait pas le choix. Mais il a reconnu qu'il a fait une erreur derrière, qu'il avait cédé à la pression populaire. Mais ce qu'il faut voir, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une petite musique médiatique autour, ou en tout cas contre Bruno Genesio à l'époque? Mais ce qui était honteuse aussi. Pourquoi encore une fois? Parce qu'il n'était pas étranger, parce qu'il c'est pas quelqu'un qui vient en conférence de presse pour expliquer que le 3-5-2, les pistons, machin. Voilà, il est pas comme ça, il a une personnalité plutôt discrète, mais ce qu'il a fait sur le terrain hier, mais encore une fois, c'est une leçon. Et pas que hier, parce que contre le Paris Saint-Germain, Rennes fait un match pareil, il domine le PSG, ça me fait mal au cœur, mais il y avait pas de match. Rennes est premier dans son groupe de Ligue Europa. Voilà, c'est tout. Conférence League. Conférence League, excuse-moi, bien sûr, tu as raison. Mais voilà, mais je dirais aussi pour Rennes, ce qui était aussi important, c'est que c'était le match du dimanche soir. Et le match du dimanche soir, on sait que c'est le match le plus médiatique et ça marque les esprits. Et donc, faire la pression qu'ils ont fait hier un dimanche soir,
ça renforce encore plus contre Paris, c'était à 13h. Et on va écouter Bruno Genesio hier soir après le match. Seule petite chose que je pourrais dire, c'est que certains qui m'ont bien asticoté pendant mes 3 ans et demi, peut-être vont pouvoir se remettre en question de temps en temps, et ça serait bien, comme nous on le fait, de se remettre en question aussi, même si on accepte la critique. Je pense que parfois elle a dépassé les bornes me concernant pendant mes 3 ans et demi à Lyon, donc ça serait bien qu'il puisse se faire une petite remise en question personnelle pour certains. Philippe Doucet, il a été victime d'une cabale, notamment médiatique à Lyon. Surtout les supporters, qui ont été absolument infects. Je crois je sais pas quel mot il a employé, j'ai pas entendu. Peut-être qu'il aurait dû... Il a été asticoté. Asticoté, ouais. Il a été gentil. Il s'avance ce journaliste. Il a été gentil. Et non, le public a été... Enfin, les supporters ont été absolument infects avec lui. Mais infects. Pourquoi ? Les journalistes n'ont pas aidé non plus, mais... Ils ont alimenté, ça alimente. Ouais, c'était moins net. Mais les journalistes, vous savez ce que c'est, les journalistes ? Ça vole au secours de la vox populi. Et on est d'accord, c'est pour ça. S'ils entendent au bar ou dans les tribunes des choses, ils disent alors peut-être il faut surfer sur cette vague. Ils ont surfé un petit peu là-dessus, mais au départ, c'est les supporters. Et je ne me l'explique pas, parce que Genesio, c'est un enfant du club. C'est incompréhensible. Incompréhensible. J'ai jamais réussi à comprendre, et je n'ai jamais rencontré un supporter lyonnais être capable, de façon intelligible, d'expliquer leurs conneries. Excusez-moi du terme. C'est ça qui est fou, c'est qu'est-ce qui fait qu'un coach arrive avec la carte ou pas, quoi. C'est ça qui est la personnalité. Genesio, avant même qu'il arrive, on avait dit mais c'était un ancien adjoint, est-ce qu'il va avoir les épaules ? Regarde la bosse qui arrive. On nous dit tout de suite, mais là, quand on écoute Boss, mais ça n'a rien à voir, mais là, on est complètement sur une autre sphère, ça n'a rien à voir avec les entraîneurs français. Hier, excuse-moi, je regarde le match, et il a été incapable de trouver une solution. Il a fait une modification au milieu de terrain, ça n'a rien changé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu derrière, les supporters lyonnais ? Ils ont eu Silvinho, mais c'était un cataclysme. Il n'est pas entraîneur, ce monsieur. Derrière, tu as eu Garcia, ça leur a pas convenu non plus. Alors que Garcia, excuse-moi, c'est quand même quelqu'un qui a eu des sacrés résultats à Marseille, à Lille, Rome, ou je ne sais où. Les entraîneurs français souffrent d'une forme de discrédit par rapport à leurs homologues étrangers. Mais regarde Boz, il est arrivé depuis. La différence, c'est pas n'importe qui, Peter Boz. Elle a dit, c'est exactement. Mais la différence, c'est que la différence. C'est pas Silvinho, mais en quoi Genesio doit avoir honte devant Peter Bosz? En quoi? Non, mais attends, la différence malgré tout, c'est que ils ont pas la même carrière. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Il y a un moment donné, quand tu entraînes un top club européen, et Lyon fait partie du top club européen quelque part, la carte de visite ça joue. Et quand il arrive, Genesio, moi je me souviens, j'avais vu à l'époque, je crois qu'il entraînait Besançon. Alors Rudy Garcia, les supporters lyonnais croient que Rudy Garcia, il a démarré sa carrière à Lyon et que c'est une nullité. Rudy Garcia, les 15 années de carrière de Rudy Garcia. Rudy Garcia, c'est avec Marseille et avec les animosités entre Marseille et Lyon. C'est encore un cas particulier. Je ne sais même pas si ça a compté. J'en suis même pas sûr. Mais c'est sûr que ça a compté. Non, mais je crois surtout qu'il y a des gens qui d'une prétention ahurissante, qui sont dans les tribunes. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop s'ils sont dans les tribunes et s'ils regardent les matchs. Je suis pas complètement certain. En lisant le contenu de ce qu'ils disent, je vois pas très bien le rapport avec les matchs que je vois. Mais non, c'est du médiatique. Il y a du médiatique. Ouais, mais on met les médias à toutes les sauces. Là, non, mais c'est pas les médias. Je parle des supporters qui ont la prétention de juger ce que fait un entraîneur. Non, mais quand je dis médiatique, c'est pas que sur le terrain. Ils savent quoi du métier d'entraîneur? Ils savent quoi? Ils vont voir l'entraînement, ils savent ce que c'est, ils savent le travail que fait. C'est ce qu'a dit Rudy Garcia là, sur le canal. Il a dit on est jugé par des gens qui connaissent rien au métier. Il a été très maladroit. Il parle de toi. Mais c'est évidemment la vérité. Aujourd'hui, un entraîneur, c'est un véritable manager. Après, j'ai vu des remarques absolument extraordinaires du genre alors moi j'ai pas le droit de critiquer la viande de mon boucher parce que j'ai pas été bouché ou que j'ai pas non mais un entraîneur, c'est un manager de très haut niveau. Bien sûr, qui gère des dizaines de personnes, dont des salariés qui gagnent des fortunes, c'est hyper dur à gérer. Et les gens sont là dans les tribunes en disant mais pourquoi ne passe-t-il pas en 4-2-3-1? Ça se voit tout de suite, il suffisait de passer en 4-2-3-1, il aurait gagné tout de suite. Moi justement, sur la tactique, est-ce qu'il y a eu un match hier et donc une victoire sur le plan tactique de la part des Genesio par rapport à Peter? Est-ce qu'il y a eu un match sur ce plan? Non, je n'appellerais pas ça de la tactique, parce que honnêtement, là, le Lyon aurait pu jouer en WM. Il ne pas se faire critiquer par Rudy Garcia. Passer à 0 attaquant, passer à 6 milieux, passer à 12 défenseurs, ça n'aurait rien changé. Quand on n'a pas l'état d'esprit, on ne peut pas gagner un match. Tu vois, quand on n'a ni la vitesse, ni l'engagement, on ne va pas au duel. On est individualiste au sens mon coéquipier s'est fait passer, je vais quand même pas faire un effort pour lui, etc. Ce que j'ai vu tout le match du côté lyonnais, c'est même pas la peine. Vous pouvez pas gagner un match, mais même ils seraient sortis contre une D2 hier, une D2 ou une nationale en Coupe de France, ils font le même match, ils sautent.
Il saute. Mais encore une fois, je pense que si le match est dans l'autre sens, on va dire justement masterclass tactique de Peter Bosz. Peut-être, oui. Masterclass tactique de Peter Bosz. Mais hier, excuse-moi, il y a une masterclass tactique de Genesio. Un pressing comme ça tout le match, une intensité comme ça, une préparation physique alors qu'ils ont joué jeudi dernier. Qui fait le choix en plus de pas jouer, de pas faire jouer Souleymana que tout le monde disait comme l'homme en forme. Donc il y avait des vrais choix en plus de Genesio. Donc c'était vraiment impressionnant. Mais c'est pas de la tactique au sens. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la tactique au sens. Ils ont joué en 4-3-3 et c'est ça qui a fait la différence. De toute façon, certains ont un peu critiqué le choix de Peter Bosz de passer en 4-3-3 avec Paqueta dans l'axe pour s'adapter au système. René, pour vous, c'est pas un élément déterminant dans l'issue du match? Non, parce qu'il a mis une équipe défensive. Lyon n'a jamais été aussi peu solide. Ils auraient pu prendre 8 buts hier soir. Ils ont mis une équipe défensive. Il a mis 3 milieux, ce que d'habitude il ne fait pas. Il a mis 3 milieux de terrain, donc il avait alors à moins qu'avoir une équipe défensive rende une équipe fragile. Je pense qu'honnêtement, ils ont été presque pires en deuxième période, je vous le rappelle, en changeant de système. Donc là, c'est pas tactique. On va écouter Peter Bosz avant de passer la parole à Alexis. Heureusement, c'était que 1-0 à la mi-temps, parce que normalement, ça peut être déjà 4 dans tout le niveau de football, de notre football. On était mauvais ce soir, avec le ballon, sans ballon. Alexis. Oui, moi je trouve que là, Peter Bosz, que j'aime beaucoup par ailleurs, je trouve qu'il se voile un peu la face parce que ça met quand même en exergue cette défaite à Nice. 3-2 avec, même s'ils ont fait un super match, tout le monde s'est dit à ce moment-là, oui, et moi le premier d'ailleurs, c'est peut-être c'est irrationnel. Bah oui, parce que c'est irrationnel, c'est pas très 3-0 là, 4-0 là, c'est pas pareil, ça pose des questions quand même sur l'efficacité défensive de l'équipe, ça pose des questions. 21 buts en 13 journées. Attends, pardon, et hier, ils prennent malgré Lopez. Voilà, non mais ils prennent 4-1, mais moi j'aime bien comme ça quand il y a des retournements de situation, quand les gens vilipendent certains et puis derrière ils sont obligés de s'excuser. Excuse-moi Lopez. Tu ressors les unes des journaux du début de saison. Ah bah ouais, Lopez, alors il voulait ramener Onana, parce que Lopez, ça va peut-être être un peu juste, il faut un deuxième gardien, les fameux 1 bis, là, comme on a eu à Marseille, à Paris et autres. Mais encore une fois, s'il n'y a pas Lopez hier soir, mais il y a 8-1, en fait. Donc, enfin voilà, je veux dire, il faut saluer comme ça des gens comme Genesio, comme Lopez, qui arrivent à surmonter une certaine pression et à être au rendez-vous sur le terrain, quoi. Lopez, hier, il fait un match extraordinaire. Il est blessé, en plus, hein. Ils peuvent lui dire merci, sinon c'est 8. 2 images très fortes hier soir. D'abord, le coup de gueule de Jérôme Boateng devant son capitaine, Léo Dubois, Philippe Doucet. Vous avez été surpris par cette image assez impressionnante? Ou au contraire, on critique souvent le fait que Lyon manque de leader? Voilà, Boateng s'impose dans la matière. Boateng est une personnalité, mais c'est une personnalité qui joue 60 minutes par match. Donc, à part hier où il a joué les 90 minutes, mais je suis pas sûr qu'il ait joué d'abord. Il a été absolument, il était inexistant, il était fantomatique. Atone, fantomatique. Il était pris de vitesse. Il a fait le minimum, il a fait vraiment le minimum. Et depuis le début de saison, il a des tas de pépins physiques. Donc c'est logiquement un leader de l'équipe, mais c'est aussi un des problèmes de Lyon. Parce que tous les matchs où il est sorti à la 60e et où Lyon s'est fait manger sur la fin de match, Clermont et d'autres, c'est aussi parce que Boateng est pas fit, que Denayer est pas fit. Enfin, il y a quand même moi je suis heureux d'une chose sur ce qui s'est passé hier, et ça rejoint tout ce qu'on disait sur Genesio, Garcia et autres, c'est que tout le monde s'est enfin aperçu que Lyon, depuis 5 ans, a une super équipe, super génération. Il y avait les Lacazette, il y avait tout ça. Depuis 5 ans, il y a eu plein de bons joueurs qui sont dans cette équipe, mais c'est une équipe très difficile à entraîner. C'est une équipe déséquilibrée, c'est une équipe difficile, qui n'est pas stable, qui est friable, qui a des défaillances, et c'est arrivé sous Genesio, c'est arrivé sous Silvinho, c'est arrivé sous Garcia, c'est arrivé sous Bosch. Alors qu'on me dise pas, oui, mais avec les joueurs qu'ils ont, avec le budget qu'ils ont, ça doit être facile. Non, c'est pas facile, c'est dur. Moi, c'est une question que vous me permettez de poser. Je pense qu'il y a des caractères difficiles dans cette équipe. C'est un groupe qui est pas facile. Mais justement, Lyon, ce qui est étonnant, c'est que en fait, les joueurs changent, mais les mêmes problèmes restent. Alors comment on explique ça? Parce que techniquement, on peut penser que le fait que les joueurs changent, faut que la mentalité va changer. Et on a l'impression que même si les joueurs changent, il y a toujours ce problème de rater des petits matchs ou de se faire reprendre. Et pourtant, c'est plus les mêmes joueurs. Ouais, là, il y a quand même une défense avec 4 internationaux, même si Léo Dubois est moins, mais c'est quand même les 3 autres, c'est des internationaux. Comment on explique que même s'il n'y a pas de... Non, je l'expliquerai. Je choisirai moi-même le futur entraîneur de Lyon pour résoudre le problème, parce que là, je constate simplement. Mon métier, c'est un peu ça, de constater qu'avec tous les entraîneurs, des entraîneurs très différents,
tous décriés, sauf l'actuel d'ailleurs, qui est pas tellement décrié, qui est pour l'instant bien reçu. La lune de miel va se terminer. Oui, la lune de miel va peut-être s'arrêter vite avec les super gones qui sont derrière les buts et qui envahissent sans arrêt l'espace lyonnais et qui sont d'une agressivité vis-à-vis des coachs infernale. Mais honnêtement, la lecture de cette équipe est difficile. On voit bien que certains caractères, des Aouar ou autres, on sent bien que ce sont pas des joueurs faciles. On sent bien lié aux joueurs formés au club. Sur Pédo d'ailleurs. Alors il y a les joueurs formés au club, il y a la lyonnitude qui est une chose qui a été une grande force pour le club pendant longtemps, qui est le club qui est un peu moins lyonnais d'ailleurs maintenant, mais il y a toujours pas mal de joueurs lyonnais. Est-ce que cette lyonnitude devient un handicap ? C'est très difficile d'arriver à se rendre compte exactement, mais je constate que depuis au moins 4-5 ans, c'est pas une équipe fiable. Lyon n'est pas vraiment fiable. Benjamin, je te fais réagir à la deuxième image forte c'est ce que je voulais dire. Fin de match. Mais l'image la plus gênante, à la limite la première, c'est dans le feu de l'action, Boateng prend le bouillon, Dubois prend le bouillon, ça arrive à tout le monde, hein, ce type d'échange un peu véhément, c'est pas très grave je trouve. Mais le deuxième, il est grotesque. Tu es mené 4-0 et les deux se battent sur un penalty comme nous le dimanche matin, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Ah bon, vous vous battez pour tirer un penalty? Ouais, mais il le rate toujours en plus. Mais je veux dire, franchement, c'est grotesque. Cette image, elle est ridicule. Je la comprends pas. Il y a pas et le premier responsable, c'est Paqueta pour le coup. C'est Paqueta qui est gros de rien, mais arrête quoi. Oui, parce que j'ai dit que la lyonnitude pouvait être un problème, mais la brasilitude, visiblement, on est visiblement un. Et là, mais il y a une image qui est catastrophique. Quand Aouar se retourne, je sais pas qui il appelle. Il appelle Léo Dubois. Il appelle Dubois. Le capitaine. Franchement, je serais lyonnais, j'aurais honte de cette image. Dubois, où est-ce qu'il est? Mais là, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui vienne et qui mette les choses au clair. Donc peut-être que personne n'a rien voulu faire pour ne pas en faire encore plus et laisser Paqueta tirer son péno. De toute façon, il y avait déjà 4-0. Mais l'image, les stats. Elle est incroyable. La raison, c'est les stats. Évidemment que c'est les stats. Évidemment, si c'est ça, évidemment, mais si c'est ça, ça dit quelque chose de l'état d'esprit de l'équipe hier soir. C'est que c'est complètement individualiste et c'est zéro. Et pareil, Paqueta, on en fait des caisses alors depuis le début de la saison. Excuse-moi, sur cette image, il montre un égoïsme mais qui est incroyable. Mais bon, pareil, c'est un Brésilien alors. Non, mais il faut quand même attention, on va surtout pas critiquer Paqueta, c'est un Brésilien. Super début de saison, les gars. Attends, on va pas le critiquer, tu rigoles. Physiquement, il est quand même impressionnant. C'est pas qu'il soit étranger qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a un directeur sportif qui est étranger, qui est brésilien. Et que depuis, on constate qu'il y a des difficultés pour les coachs à gérer les joueurs brésiliens. Voilà. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J.